Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Alors ce dimanche, je partagerai avec vous mon entretien particulier, un slam dit par Erico et la chronique de Catherine autour des livres. Bonjour. Boris Marm, Aux armes, sorti en 2020 aux éditions Liana Levy. Un premier livre d'un enseignant en lettres bien français, mais qui a une expérience au moins cinématographique et littéraire des USA. Le roman nous raconte une attaque dans un lycée américain, dans une petite ville du comté de Fargo. Ou plutôt non, ça ne raconte pas ça, mais les suites de ça. Pour une personne, le policier préposé au scolaire, qui était là, mais qui n'a pas su intervenir. On pense au film de Michael Moore, de Gus Van Sant, mais le vrai sujet de Boris Marm n'est pas ce problème des armes à feu en vente libre ou des jeunes tueurs en série. Son vrai sujet est l'opinion publique, ses manifestations, à la radio, à la télévision et surtout sur les réseaux sociaux. Voilà un extrait. Denis Marcueil écrit dans l'édito de l'Insolent. L'Amérique bascule aujourd'hui dans l'égocratie disruptive. La superbe innovation du pouvoir donnée à l'individu de s'exprimer comme il l'entend et quand il veut. De faire valoir ses droits en tant que le client du système. Je dis ce que je pense, sans penser à ce que je dis. Des millions de narcisses, absorbés par le reflet de leur propre communication, aux commandes d'une immense mascarade. La vraie parole est désormais celle qui jaillit dans l'immédiateté, décomplexée, ou devrions-nous dire décomplexifiée. Une parole libératoire qui ne se soucie plus ni des représentants, si éloignés qu'on ne veut plus se choisir, ni des institutions trop poussiéreuses qui nous enferment, pas même du sujet qu'elle défend ou qu'elle assassine, et qu'elle ne maîtrise souvent pas du tout. Qu'importe, tant que cette parole exprime ce que je suis, ou ce qui me frustre. Plus je réfléchis, plus je m'éloigne de la vérité. Et alors ? De toute manière, tous ceux qui disent le contraire de ce que je pense sont des menteurs et des conspirateurs. Éteignez les lumières, elles me dérangent. La dernière de Guilty or Not Guilty est pour ce soir. On saura grâce au vote des téléspectateurs et des internautes si l'officier Chambers est coupable ou pas. La grande consultation populaire a commencé depuis hier sur Internet. Un site lui est entièrement consacré. On y retrouve des contenus concernant l'affaire et toutes les rediffusions des émissions précédentes, ainsi que des publicités discrètement disséminées à peu près à chaque page. Pour voter, c'est très simple. On se crée un compte avec un mot de passe. On répond à quelques questions de profilage. On clique pour accepter les conditions d'utilisation et on peut voter. Rien n'empêche certains de se créer plusieurs comptes pour voter plusieurs fois. Personne n'est trop regardant. Sans doute qu'une interdiction est formulée dans les conditions d'utilisation, mais qui les lit vraiment ? Les gens peuvent aussi, s'ils le préfèrent, voter par téléphone, en dialoguant avec un serveur vocal, ou encore en envoyant des SMS surtaxés. Le vote est ouvert absolument à tout le monde, quel que soit l'âge, la nationalité ou le pays de résidence, même ceux qui sont contre le concept peuvent faire entendre leur voix. Les chaînes WNTC et GBC ont tout prévu. Ces gens qui s'insurgent contre cette évolution de la télévision sont des téléspectateurs comme les autres. Ils constituent une part de l'audience. Et l'émission n'aurait pas pris une telle envergure sans eux, sans leur critique ni leur indignation. L'intérêt est que tout le monde vote. C'est pourquoi tous les types de votes sont possibles et comptabilisés. Je vote guilty, l'officier de Chambers est pour moi coupable. Je vote not guilty, l'officier de Chambers est pour moi innocent. Je vote against guilty or not guilty, j'exprime clairement mon opposition au concept. Je vote abstention, je m'abstiens de tout commentaire ou de toute interprétation, mais je vote quand même pour qu'on le sache. Enfin, je vote sans avis. Je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion, mais je veux quand même participer, faire comme les autres. Boris Marm observe notre société et ses dérives, nos individualités exacerbées. Boris Marm est un observateur, pas un moraliste. Le livre est fort, bien plus fort qu'un simple roman. Lisez Aux armes de Boris Marm.
Et écoutons, pour illustrer Aux armes, la bande-annonce d'Elephant, film de 2003, primé à Cannes. Au revoir. Mom's gonna kill you. What? What are you doing? Dad, I'm driving. Get out of the car, Dad. Hey, Eli. What's up? How's it going? This is not going to do it. These long pants. Everybody else is wearing shorts. What's the matter? I don't want to talk about it. He's so cute. So cute. He has a girlfriend? Mm-hmm. Since when? You didn't know that? No, I didn't. Oh, great. Good question. What they do is that they will sit up in this higher energy state. Where are you riding? Oh, this? Yeah. It's my plan. For what? Oh, you'll see. What are you doing? Don't come back. Hey, sir, don't go in. Sir, don't go in there. Don't trust me. Just don't go in there, please. What's wrong? You're crying. Yeah. Is something bad? Traverser la peur. Aimer, agir, aide à se libérer de la peur. Si tu as peur, trouve tout ce qui peut faire diversion. Écris, dessine, prends tes crayons, car si tout va de travers, toi, garde confiance, espère. Prends du temps pour composer. Essaye un peu de t'exprimer devant les événements du moment qui préparent un grand tournant. Si tu as le sentiment d'être seul si souvent devant ce qui nous esquinte et dont tu as la crainte, vois ce que tu pourrais faire d'utile, de nécessaire, de sincère pour changer l'humeur qui règne en atmosphère plus sereine. S'informer, c'est utile, bien sûr. Mais garder l'œil sur les nouvelles en permanence donne une anxiété immense. Alors, appelle un copain, ta fille, ta sœur, ton parrain, pour partager ce qui vient, pulse vers ce qui fait du bien. Soigne, aide, coud, cuisine, découpe dans les magazines, deviens artiste peintre, célébrant les demi-teintes. Les peurs, traversons-les, actifs, avec joie et courage. Il te manque cet usage, alors lis, écoute, perce le mystère de tous les ouvrages. Veux-tu en entendre davantage ? Tu flippes, tu te décourages, tu n'as pas d'équipe pour changer d'état d'esprit, tu as perdu ton boulot, ton mari. Oui, j'ai compris. Alors voici. Accroche-toi au fil ténu de la vie. Que se déverse, averse, orage, quand tu crains que nous fassions naufrage, voilà, entends cet autre message. Un coin de ciel, d'amour, de beauté, de soleil peut toujours te surprendre au bout d'efforts continus, quand tu ne t'y attends plus. Bonjour Dorothée Hurel. Bonjour Isabelle Royer. Alors, je suis très contente de vous parler parce que, en fait, ce qui nous intéresse, nous et nos auditeurs, c'est que vous êtes musicienne. Alors, disons tout de suite que vous êtes pianiste et vous jouez aussi de la harpe. Vous êtes concertiste et pédagogue. Oui, exactement tout ça. Oui, alors pédagogue, c'est effectivement là-dessus que j'aimerais vous interroger, mais je voudrais quand même préciser que vous êtes professeur de piano au Conservatoire Co-Seine-Aglo, qui est situé sur 4 sites, notamment à Notre-Dame de Gravenchon et à Lillebonne. Voilà, avec Bolbec et la Maigret. Voilà. Absolument.
Voilà. Alors, ce travail de pédagogue m'intéresse énormément parce que je crois que vous êtes à l'origine on va dire, d'une nouvelle méthode. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est exactement ça. C'était en décembre de l'année dernière, donc 2017. Et en rentrant de travailler au volant de ma voiture un soir de décembre, j'étais en vacances depuis quelques minutes, et au volant de ma voiture, je me suis posé la question, mais comment faire pour apprendre à des gens à jouer du piano, vraiment l'apprentissage du piano, dans un cours collectif. Et là, au fil des... Oui. Pardon, notamment des adultes. Voilà, voilà, absolument. Et au fil des minutes qui se sont écoulées, j'ai vu toute la méthode se dérouler devant moi. Oui. Et pourquoi pour adultes? Parce que ça demande quand même un engagement dans le cours. Parce que j'ai fait un assemblage en fait d'un cours individuel. Oui. Chacun a un moment de cours individuel, mais qui est enchâssé dans un cours collectif. Et pour l'instant, je vois plutôt des adultes, ou en tout cas des adolescents à partir de 12 ans, qui peuvent à la fois contribuer à l'autre, parce que c'est ça l'histoire, c'est de pouvoir... J'aime cette phrase qui dit « Quand j'apprends tout seul, j'apprends une fois, mais quand j'apprends à l'autre, j'apprends 2 fois. » Oui. Et le fait que chacun puisse être à la fois au centre de l'histoire, de son moment de cours, c'est vraiment lui sur lequel les projecteurs sont fixés, et tous les autres vont être des assistants pédagogues. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être la personne ressource la plus importante, parce que c'est moi qui ai le plus d'expérience en musique, ok. Oui. Mais en réalité, chacun a une telle intelligence, et collectivement, on est tellement plus intelligent à plusieurs que tout seul, que tout le monde va contribuer au travail de la personne qui est au centre de l'arène à un moment, au centre de la piste à un moment. Oui, bien sûr. Oui, je comprends ce que vous dites. Mais ce qui me semble une sorte de pari presque fou, c'est de vouloir enseigner à des adultes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas peut-être la malléabilité d'enfants, vous voyez, qui ont plus de mal à apprendre. Alors moi j'y crois pas trop, parce que les enfants, quand on est enfant, on a un cerveau très malléable, mais quand on est adulte, on a des dendrites, le système neuronal, qui s'organise non plus par simplement de neurone à neurone, mais par association de neurones par association de neurones. Les dendrites, c'est comme des micro-ordinateurs qu'on a dans le cerveau. Donc on a une possibilité d'apprentissage à l'âge adulte qui n'est pas du tout la même qu'à l'âge dans l'enfance. Ah, c'est formidable. Mais oui, mais il faut pour ça effectivement. Alors c'est pour ça que dans cette méthode, j'ai assemblé en fait. Je crois, j'ai inventé quelque chose j'ai conçu quelque chose que personne n'applique de cette manière. Oui. Plein de gens peuvent appliquer des choses similaires, mais pas avec cet assemblage-là. Et j'utilise par exemple la pédagogie positive, qui était vraiment pour moi essentielle dans la pédagogie qu'elle soit positive, donc autour de l'encouragement. Bien sûr. Pas seulement du complément, mais de l'encouragement pour développer l'estime de soi et la motivation. Et j'utilise pour ça un système américain qui s'appelle le TAG Teach. Oui. TAG comme le marqueur TAG, teach comme l'enseignement, tag teach. Et ça, c'est vraiment, ça me permet de travailler, que ce soit avec des adultes ou des enfants, pour revenir à votre question. Oui. Ça change rien. Les adultes ont une capacité de concentration, d'assimilation, d'intégration qui est équivalente à celle des enfants. Sauf que c'est peut-être moins habituel pour eux d'apprendre, parce qu'ils ont perdu, ou peut-être ils ont été aussi, si je peux me permettre, je parle à une ancienne enseignante de l'éducation nationale, peut-être un peu des fois dans le système éducatif français, pas toujours très bien traité, donc avec des fois un mauvais rapport à l'apprentissage. Mais en réalité, oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à jouer du piano, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Plus on apprend, plus notre cerveau se régénère et plus notre cerveau se développe. Il n'y en a pas d'âge pour se développer. Il n'y a pas d'âge. Moi, je suis contre cette idée. D'accord. Vous avez donc assemblé, là, vous m'avez dit deux méthodes. Vous en avez rajouté encore 2, je crois. Alors, voilà, il y a le TAG Teach, la pédagogie positive et le TAG Teach en particulier. Moi, je suis encore en formation dans le cadre de la méthode Martenot, je suis en cours de certification. Et dans cette méthode Martenot, qui est très utile pour tout ce qui concerne l'expression musicale de la personne à travers un piano. Ils ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus, c'est vraiment passionnant. Et puis, dans cette formation Martenot, j'ai aussi découvert le piano collectif. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée moi-même, mais c'est comme ça. C'est de mettre plein de claviers dans une pièce, avec plein de gens autour des claviers. Alors, moi, chez moi, j'ai 4 claviers, mais ça peut aller jusqu'à 6 ou 7. Oui, voilà. Et donc on peut jouer. Une micro-école à domicile. Oui, alors c'est ça. En plus de mon poste au conservatoire, j'ai créé une micro-école chez moi. Et donc, c'est dans cette micro-école que j'applique cette méthode que j'appelle
assez pompeusement la méthode Dora, mais bon voilà, Dora c'est aussi mon prénom, la méthode Dora, et donc j'ai plusieurs claviers, chacun peut avoir à disposition un clavier, j'ai des pianos acoustiques, j'ai des claviers numériques, et on tourne de manière à ce que chacun puisse accéder à toute forme de... C'est pas pareil de jouer sur un piano acoustique que sur un clavier numérique. Et puis nous faisons donc du piano collectif. Donc dans le cadre de ce cours, on peut faire bien sûr un apprentissage personnel, je vais expliquer vraiment un moment où c'est vraiment son cours personnel à soi avec tout le monde autour. On fait le solfège en juste ce dont on a besoin, de l'harmonie juste ce dont on a besoin. On apprend à s'accompagner les uns les autres. On apprend à jouer ensemble, donc la musique d'ensemble qui est très précieuse à mon cœur. On peut faire du déchiffrage et tout cet ensemble-là fait que chacun contribuant à son propre apprentissage et aux apprentissages des autres, il y a une espèce d'assemblage d'énergie qui est tout à fait étonnant. C'est étonnant. Il se passe quelque chose de plus que si j'avais un cours avec chacune de ces personnes. Ah oui, je veux bien le croire. Et alors la 4e méthode, je crois, elle est d'Australie? Absolument. Alors ça, c'est mon chouchou. Ils sont tous mes chouchous, mais celui-là, ça fait 2 ans aussi que j'utilise cette méthode. Ça vient d'Australie. Ça s'appelle le challenge des 40. Oui. Alors, en Australie, il y a 40 semaines d'enseignement, et donc une personne, Elissa Minde, a eu l'idée de faire 40 morceaux par élève par an. 40 morceaux par élève par an. Ça paraît énorme. Moi, quand j'ai commencé, j'ai même pas osé faire 40. La première année, j'ai fait 20. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué. Et aujourd'hui, je fais 40 et j'ai des élèves qui ont dépassé 120, 130 morceaux dans l'année. Dans l'année, 120, 130 morceaux. J'en ai une qui a commencé, je fais aussi des cours à distance par vidéo. Elle a fait son challenge des 40 en 9 jours. Elle avait les bonnes partitions. Je lui ai donné les conseils que j'avais à lui donner. Elle m'a envoyé ses vidéos. Elle était déjà musicienne. Elle joue du violoncelle. Mais jouer du violoncelle, c'est pas la même chose que jouer du piano, parce que le piano, c'est quand même plus complexe. Parce que c'est un instrument polyphonique. Et voilà. Comme quoi, on peut jouer vraiment 40 morceaux dans l'année. Et évidemment, si on imagine ça, la quantité d'informations que le cerveau a intégrées, comment il va traiter, le nombre d'apprentissages qu'on va faire avec 40 morceaux, c'est génial. C'est génial. Et la motivation, elle est incroyable. Je vais dire un truc, il faut pas que mes collègues m'écoutent parce qu'ils n'aiment pas que je dise ça, mais c'est tellement vrai. Et c'est pas de moi dont il s'agit, c'est vraiment des élèves qui sont dans mes classes de piano. Bien sûr. J'ai 100% de mes élèves qui travaillent. 100%. Ah oui. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ça veut dire aussi que les résultats, sans doute rapides, encouragent complètement à continuer. C'est exactement ça, Isabelle. C'est exactement ça. Je réussis, je suis content, j'ai envie de continuer. Je continue, je progresse, je pratique, j'avance et je réussis. Et la boucle est bouclée. Ah oui. C'est exactement ça. Si je rate, si je rame, je suis un peu découragée, je fais un peu moins, je pratique un peu moins, j'avance pas. Du coup, j'avance pas, ça marche pas. Du coup, ça marche pas, je suis découragée. Mais je pratique, je réussis, j'ai envie de pratiquer, je pratique, je réussis, j'ai envie de pratiquer, je pratique, je réussis, etc. Voilà. Il faut arriver à trouver le moteur, mais une fois que le moteur est lancé, c'est fantastique. Oui, c'est ça. Et ils ont un cours par semaine? Alors, avec la méthode Dora, ils ont un cours par semaine qui dure 1h15 à 4 ou 5 personnes. Et ensuite, ils ont toute la semaine, donc ils ont un programme bien clair, ils ont 6 morceaux, voilà, tout un protocole que j'applique, mais ça marche bien. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, ils ont des choses très faciles, donc qui sont faciles d'accès, c'est facile de se mettre au piano parce qu'on sait qu'on a des choses faciles, et puis des choses qui sont plus riches, plus intenses, plus difficiles, plus délicates, qui demandent plus de temps. Et ils m'envoient les vidéos qu'ils veulent, ils se filment eux-mêmes, quand ils pensent que le morceau est à peu près calé, ils expérimentent, ils envoient la vidéo, je l'écoute, je l'analyse, je la commente, et je valide le morceau s'il rentre dans les critères qu'on établit au préalable bien clairement. Et si le morceau rentre dans les critères, il est validé et on peut continuer. Voilà. Donc il y a aussi ce travail à distance. Vidéo plutôt qu'audio? Ah, alors ça c'est moi. J'aime bien voir les mains. J'aime bien. Voilà. Je vois des choses avec les doigtés, la posture, voilà, qui me permettent de. Je pense que je suis plus pertinente dans mes analyses quand je vois les mains que quand je fais juste avec le son. Surtout que le son des téléphones portables, c'est quand même pas le must. Quand je diffuse ça sur mon ordinateur, c'est pas fantastique. Donc c'est bien que j'ai les mains, ça me fait un ensemble. Pour moi, c'est plus cohérent. Voilà. Alors, du coup, cette méthode-là, qui peut se faire éloignée par numérique, vous l'appliquez en ce moment, là, pendant cette période de confinement. Alors, je peux pas faire le cours collectif en ce moment, c'est interdit et c'est normal. Et voilà, bref, passons sur ce sujet. Mais ça m'a beaucoup touchée parce que les élèves m'ont dit oui, on continue, c'est-à-dire qu'ils sont
j'étais OK pour continuer à m'envoyer des vidéos. Moi, je les appelle une fois par semaine pour caler avec eux le programme de ce qu'ils ont précisément à faire. Et après, ils sont tout ce système les rend très autonomes. Je fais comme ça aussi à Garmanchon avec les élèves de ma classe de piano. Et à 90%, tous les élèves sont là, ils envoient des vidéos, au moins une par semaine si c'est pas plus. Et je les écoute, voilà, je les encourage et je valide les morceaux. Et ça avance. Ça continue à avancer même dans cette période. D'accord. Est-ce que vous diriez que, en fait, vous avez des élèves particulièrement doués ou ce n'est pas ça? Le fondement. Non, voilà. Non, du tout. Non. Rien à voir. D'accord. J'en ai qui sont hyper doués, j'en ai qui sont pour qui c'est plus compliqué. Ça, pour moi, ça change rien. Mon attention est la même, mais quand on a plus de possibilités, on avance plus vite. Mais c'est le problème, pas savoir si on avance plus vite que l'autre. La chose qui est vraiment fascinante, c'est que chacun est intéressé par son propre processus, comment ils sont autonomes vis-à-vis de leur programme, comment ils arrivent à comprendre comment ça fonctionne, comment ils sont mobilisés pour arriver à réussir leur morceau. Moi, j'entends très régulièrement des élèves, il n'y a pas d'âge, ça peut être des petits de 7 ans, ça peut être des adultes de 65, ils me disent non, je te joue pas ça, je vous joue pas ça. Oui. Pourquoi? Non, il n'est pas abouti. Alors, moi, je vérifie quand même. Mais vous savez où tu sais ce que tu as à faire? Oui, il n'y a pas de problème, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ah, entendu. Donc, c'est pas le droit d'écouter des morceaux qui sont pas bien travaillés, quoi. D'accord, ça veut dire qu'à la base, quand même, il y a un grand désir de la part de l'apprenant. Alors, je pense qu'au départ, il n'y a pas plus de désir que d'habitude, sauf que la méthode, le challenge des 40, la pédagogie positive, la science fait qu'il y a un plaisir de la réussite. Ah oui. Et quand on est, et là, ça c'est pas. Alors en France, je dois avouer quand même qu'on a quand même des problèmes avec ça. Oui, je crois. Et pourtant, tout le monde sera d'accord pour dire que quand on va travailler, c'est pour avoir un salaire. Donc on a une récompense sur le salaire. Bien sûr. Et la récompense, c'est le truc qui fait que on est motivé pour faire des choses. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre propre rencontre avec la musique? Moi ça a commencé très tôt parce que mes deux parents sont des musiciens professionnels de haut niveau. Ah, vous êtes. Et donc c'est vraiment Obélix, c'est ça la potion magique. Donc moi je suis née dans cette famille-là, j'allais pas à l'école en plus, donc j'étais dans la maison tout le temps. Ma mère donnait des cours de violon à la maison, donc on entendait de la musique en permanence. Puis mon père donnait des cours de musique de chambre à la maison, donc on entendait de la musique tout le temps. Mes frères et sœurs jouaient de la musique, donc on entendait de la musique tout le temps. Et moi j'étais mise au piano, j'avais à peine 3 ans, j'avais 3 ans et 3 mois. Oui. Mes parents détestaient le piano, c'était toute une histoire. Enfin bref, ils n'ont pas osé contester quand ce maître de musique a dit Laura fera du piano, fera pianiste. Et pour moi, c'est normal de jouer du piano. Oui. C'est juste normal, c'est juste habituel et c'était partie de ma vie. Après, j'ai pu faire un peu de harpe quand j'étais adolescente. Oui. Et j'ai repris l'harpe il y a effectivement quelques années avec ma chère collègue amie Anne Raffa, et c'est un régal de faire de la musique avec elle. Et donc j'aime bien jouer sur la plage, à Sainte-Adresse, au bord de la mer, quand il fait beau, qu'il n'y a pas trop de vent, qu'il pleut pas et qu'il fait pas trop chaud. On a vu des photos, passer sur. Oui, j'aime ça. Alors jouer un piano à la plage c'est compliqué, mais une harpe celtique c'est plus facile. C'est pour ça que j'aime faire ça. Exactement. Et je suis née dans ce bain musical, voilà. Voilà, vous êtes aussi concertiste. J'ai eu la chance de pouvoir jouer sur scène à l'adolescence, mais je crois que mes premiers concerts c'était vers 16 ans. J'ai eu la chance de jouer beaucoup avec orchestre, en soliste, c'est merveilleux, ou dans l'orchestre encore récemment là. Avec l'orchestre Cossenaglo, on a joué pour les concerts du Nouvel An en janvier. C'était avec devant 1000 personnes. C'était c'est magnifique. Oui, j'ai beaucoup joué. Et ma grande passion, c'était la musique de chambre, de jouer à plusieurs. Et c'est pour ça que je me retrouve avec beaucoup de gratitude pour la vie, pour de me donner cette possibilité de donner des cours collectifs et de créer du collectif avec tous ces claviers. Oui. Alors, j'aimerais et donc trouver ce plaisir-là. Oui, pardon. J'aimerais aussi que vous me parliez un petit peu de cette expérience d'équitation qui m'a un petit peu interloqué. J'ai toujours j'étais passionnée par les chevaux dès l'âge de 9 ans, je m'en suis beaucoup occupée, j'ai eu la chance d'avoir un cheval, j'avais 14 ans, je me suis acheté mon cheval avec 14 ans. C'est la première grande histoire d'amour de ma vie, c'était avec lui. Il est mort, il avait 30 ans, c'était une vraie belle longue histoire. Et j'ai eu la chance de pouvoir enseigner l'équitation à Villers-sur-Mer avec le colonel de Torcy, qui était un personnage qui était mon deuxième père en fait, mon père spirituel on va dire, quand j'étais adolescente. Et beaucoup de gratitude pour cet homme, et il m'a donné la possibilité d'enseigner l'équitation
Et c'est vrai que j'avais une mère, donc une merveilleuse enseignante de violon. Cet homme était un merveilleux pédagogue aussi à cheval, et expérimenter ce que c'est que de tenir une douzaine de cavaliers, parce que c'est très dangereux l'équitation. Ah oui. Donc il a même parcouru ce système de locomotion le plus dangereux au monde. Et donc voilà, c'est quand même délicat. Les chevaux sont pas toujours faciles à monter. Voilà, c'est jamais facile d'être sur un cheval. Oui. Et donc ça m'a donné beaucoup d'assurance, une certaine capacité de poser une autorité sans faille. Oui. Et puis avec l'âge, j'ai devenu un peu plus souple avec la pédagogie positive, qui est quand même là. Et j'ai appris à être ferme dans la pédagogie à cheval. Et avec ma pratique de pédagogue au piano, j'ai appris à être bienveillante. Voilà. Et le plus difficile restant quand même de faire les deux en même temps, ferme et bienveillante. Voilà. C'est le mélange de tout enseigner, à mon avis. Absolument, absolument. Bravo Isabelle, absolument. Eh ben, écoutez, Dorothée Hurel, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut vous contacter par Facebook. Alors j'ai une page Facebook Dorothée Hurel, on peut me contacter par Messenger, sans problème. Oui, c'est tout à fait facile à trouver. Si jamais merci beaucoup. Merci beaucoup. Dorothée. Oui, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup Isabelle. À très bientôt. Avant de nous quitter, je voudrais vous donner rendez-vous sur le site de l'association Maison de la Culture du Havre. Le site, c'est www.asso-maisondelaculture.fr. Alors, vous y trouverez notamment notre trimestriel numéro 21. Il a été rédigé sous les auspices du coronavirus et du confinement. Après un édito dans ce sens, vous y trouverez un très beau témoignage de Jean-Louis Desormières sur les inégalités culturelles, où il note par exemple que, citons-le, le festival Goût des Autres est gratuit, mais il ne représente rien si tu ne lis pas. Et évidemment, il dit, il faudrait éduquer dès le plus jeune âge tous les enfants, riches ou pauvres, pour qu'ils acquièrent tous les codes d'accès à la culture. Et il donne un autre exemple, il dit, quand la petite géante prend sa douche sur une place du Havre, tous les enfants sont émus, quelle que soit leur origine sociale ou ethnique. Et il dit, les projets culturels des personnalités politiques devraient tenir compte du fait que la colère sociale récente est avant tout due à un fossé culturel insupportable. Alors, nous y avons aussi un article, un extrait du journal du confinement de notre adhérent écrivain Yolande Simon. Nous avons un témoignage de Catherine Emery qui anime la chronique Autour des livres dans Viva Culture, où elle nous donne quelques conseils de lecture. Et nous avons aussi un joli article de Catherine Desormières sur Robinson Crusoe, et il s'intitule « Faire son nid ». Et effectivement, Robinson Crusoe, après avoir frôlé la folie, en fait, va trouver des ressources et réussir à être heureux sur son île. Nous avons là aussi plusieurs slams, aussi bien par Eric Lével, qui est un de nos adhérents, que par Clotilde Brito, qui est championne de France et championne du monde de slam. Puis enfin, nous avons bien sûr un instant philo, on va dire une présentation d'une chronique de Didier Guillaumet, l'émission du 8 mars 2020 qui s'intitulait « Qu'est-ce que l'éthique contemporaine ? En quoi se distingue-t-elle de la morale traditionnelle ?» Ce résumé est fait par une étudiante en classe préparatoire au lycée François Ier. Donc rendez-vous sur notre site. Voyez aussi dans l'agenda tous les jours, Yolande Simon publie des extraits de son journal, c'est-à-dire évidemment toutes les choses que nous ne pouvons pas faire en ce temps de confinement et de barrières sociales. Je vous donne rendez-vous aussi sur notre page Facebook, la page MCH. Voilà, à bientôt, portez-vous bien. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.